seuls 11% de la population présenterait une santé cardiovasculaire idéale. Alors il y a 8 facteurs de risque qui ont été pris en compte par Santé publique France et il suffit d'avoir un seul de ces 8 facteurs de risque pour être dans le groupe de santé cardiovasculaire non idéale. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et à votre santé cardiovasculaire ce matin. Puis on va essayer de faire de l'éducation thérapeutique de proximité. C'est ce que m'a dit mon invité ce matin, le professeur Ariel Cohen. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur de cardiologie, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, président de la fondation Cœur et Recherche, une fondation de recherche cardiovasculaire créée en 2010 par la Société française de cardiologie, qui finance la recherche, mais qui a besoin de fonds, puisqu'en fait, la recherche n'est pas quasiment pas financée par les autorités en France. Alors, il y a évidemment des autorités connues, l'INSERM, le CNRS, qui, au travers de leurs actions dans tous les domaines de la science et au-delà des sciences humaines, finance la recherche, mais rappelez-vous qu'il faut payer des salaires et des frais de fonctionnement et de logistique. Et donc, l'argent qui est vraiment dédié à la recherche pure est assez limité. Et donc, on a besoin d'argent pour essayer de promouvoir des projets de recherche clinique, aussi bien fondamentales que cliniques. Nous avons besoin de comprendre la maladie et, une fois qu'on l'a comprise, de mieux la traiter pour optimiser toujours la prise en charge de nos patients. Il n'y a pas de plan cœur en France, comme il peut y avoir un plan cancer ou Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'on estime que, en fait, sur le cœur, on sait suffisamment de choses et qu'il n'y a plus besoin de trop chercher. C'est une très très bonne question. C'est une question qu'il faudrait poser à la tutelle, ou au ministère, ou au gouvernement, ou en tout cas à l'État. Parce que je pense que vous avez raison sur la première partie, c'est que on doit considérer quelque part que l'on sait tout ou presque sur le fonctionnement du cœur et sur la meilleure façon de traiter les maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, on meurt de moins en moins du cœur, mais ça reste la première cause de mortalité. Dans le monde. Dans le monde. Parce qu'en France, c'est la deuxième. Alors, c'est la deuxième chez l'homme et la première chez la femme. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une sommation arithmétique. Et par ailleurs, ce qui permet de mobiliser le grand public, ce sont les plans sur des maladies émergentes ou inquiétantes, le plan cancer par exemple, le plan Alzheimer. Donc il est normal qu'il y ait un soutien gouvernemental, industriel et au-delà pour ces thématiques-là de la recherche, mais il ne faut pas oublier que tous ces patients-là vont risquer de s'exposer à une mort cardiovasculaire. Non, mais ça veut dire que plus les gens ont peur et plus on fait peur aux gens, plus il y a d'argent et finalement les maladies cardiovasculaires, même si ce sont les premières causes au monde de mortalité, ça fait plus peur aux gens. Oui, je suis d'accord. Moins qu'Alzheimer et le cancer, par exemple. Voilà, ça fait peur aux gens. Oui, c'est vrai qu'on a tellement progressé dans la compréhension de la maladie cardiovasculaire, dans le diagnostic, dans la prise en charge médicamenteuse, chirurgicale, interventionnelle, que les gens se disent que ils ont toujours un voisin ou une voisine ou quelqu'un de la famille qui a eu un problème cardiovasculaire aigu et qui s'en est sorti, qui se porte comme un charme. Et donc, on part du principe que comme, par ailleurs, la maladie cardiovasculaire est de mieux en mieux traitée, alors si elle survient, elle sera bien traitée. Mais ils oublient que ça continue à être très prévalent, la mort subite cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde avec l'artère coronaire qui se bouge, l'accident vasculaire cérébral avec une artère du cerveau qui se bouge, tout cela l'AVC, ça fait peur aux gens. Alors ça fait peur, ça devrait, d'autant plus... Ça fait super flipper les gens, l'AVC. Mais vous savez que les facteurs de risque de l'AVC liés à un caillot, ce sont les mêmes que les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde. Donc il faut vraiment que la population... Alors moi j'essaye de ne pas trop la culpabiliser, c'est le mot que vous avez employé. J'essaierai moi de les rassurer, mais en leur demandant d'être les maîtres de leur propre santé, c'est-à-dire de prendre conscience qu'ils ont entre leurs mains la possibilité de corriger ce qui risque d'aboutir à un infarctus du myocarde ou un AVC, comme vous avez dit. Alors, un chiffre a été publié récemment par Santé publique France. Seuls 11% de la population présenterait une santé cardiovasculaire idéale. Alors déjà, on va définir ce que c'est qu'une santé cardiovasculaire idéale et comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 11%, parce que ça veut dire que 90% des Français n'auraient pas une santé cardiovasculaire suffisante. Alors il faudrait imaginer, il y a 8 facteurs de risque qui ont été pris en compte par Santé publique France. Je vais vous les rappeler brièvement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Les principaux, c'est le surpoids,
l'inactivité physique, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Et on peut rajouter ensuite d'autres facteurs de risque qui sont moins prévalents dans la population, donc moins fréquents, et qui ont malgré tout une charge à risque cardiovasculaire, comme par exemple le sommeil imparfait ou des facteurs de risque secondaires. Alors, comment est-ce que l'on calcule ce 11%? En fait, dans un auto-questionnaire, on demande à nos patients, donc aux sujets, de dire si oui ou non ils présentent le facteur de risque. Donc, vous voyez, un exemple simple, quel est votre poids? Moins de 25 kg par mètre carré, vous êtes dans le vert. 26 kg par mètre carré, vous êtes déjà dans le rouge. Vous avez déjà un facteur de risque. D'accord. Quelle est votre pression artérielle habituelle? 100, la plupart des gens vont vous dire qu'ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas. Alors, on passe à autre chose. Quel est votre taux de glycémie, votre taux de sucre dans le sang? Ils vont vous dire, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous avez de la graisse dans le sang? Non, jamais. Je ne sais pas. Est-ce que dans la famille, vous avez eu des problèmes cardiovasculaires prématurés? Votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur? Bref, ce qu'il faut, c'est allumer un de ces facteurs de risque, soit familial, malheureusement inné, soit des facteurs innés ou acquis, selon que l'on a hérité ou non de ce facteur de risque. Et il suffit d'avoir un seul de ces 8 facteurs de risque pour être dans le groupe de santé cardiovasculaire non idéale. Oui, mais alors quand on n'explique pas les chiffres, ça donne 90% des Français ont un cœur et des artères qui fonctionnent pas bien. Non. C'est pas ça que ça veut dire. Ben non, je vous en prie, retenez simplement qu'on voudrait vous alerter sur le fait qu'il y a un facteur de risque cardiovasculaire qui, s'il n'est pas pris en charge suffisamment précocement, risque d'aboutir, surtout si vous avez plusieurs facteurs de risque, risque d'aboutir à terme à une maladie 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et n'oubliez pas un point fondamental, c'est qu'un enfant aussi est exposé à un risque cardiovasculaire, parce que si on projette la présence d'un de ces facteurs de risque chez un enfant, par exemple sédentaire, qui regarde la télé et qui mange des pop-corn devant la télé et qui est en surpoids, alors il est exposé, au travers de la graisse viscérale, à une augmentation du risque de diabète, de cholestérol, et donc à une maladie cardiovasculaire prématurée. D'accord, on parle donc de facteurs de risque. Par exemple, un trouble qui est plutôt fréquent chez les enfants, c'est le souffle au cœur. Est-ce que vous faites rentrer le souffle au cœur dans la catégorie des... Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le souffle au cœur, c'est une turbulence du sang au travers d'une valve cardiaque. Et dans 95% des cas au moins, c'est bénin. Ça traduit simplement qu'il y a un hyperdébit sanguin. Donc le docteur, avec son stéthoscope, doit pouvoir assurer la maman et le papa. C'est un autre sujet. Mais si vous voulez faire de la prévention tous azimuts, il faudrait aussi détecter le plus précocement possible celles et ceux qui ont un souffle pathologique. C'est aussi une idée, d'ailleurs, que nous avons, nous, dans le monde cardiovasculaire. Ouais. Parce que ça fait peur, le souffle au cœur. Mais ça fait peur, et ça fait d'autant plus peur qu'il y a des actions qui ont été menées, car la France est très forte dans les maladies des valves du cœur, parmi les meilleures au monde, et donc on essaye d'alerter le maximum de personnes exposées à ce risque, en particulier les personnes âgées, à avoir donc une maladie d'une valve du cœur qui peut être traitée aujourd'hui de façon optimale par un traitement très simple, qui d'ailleurs est made in France. On a longtemps cru que les pathologies cardiovasculaires étaient masculines, notamment l'infarctus, et on s'est rendu compte que non. Et c'est vrai que depuis quelques années, je vous le disais tout à l'heure en antenne, le discours a changé. On parle beaucoup du cœur et de la santé du cœur des femmes. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont passées sous le radar pendant tellement d'années? Vous savez, il y avait cette idée reçue qui disait, de toute façon, les femmes, elles ne sont pas concernées parce que leurs hormones les protègent. Alors vous savez, on a dit beaucoup de bêtises dans le domaine de la médecine, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines du quotidien. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, la fréquence des facteurs de risque qu'on vient d'énumérer tout à l'heure entre l'homme et la femme n'est pas la même. La fréquence n'est pas la même. Les femmes ne sont pas exposées au même risque que les hommes. Par exemple, le taux d'obésité n'est pas le même, le taux de diabète n'est pas le même. Premièrement. Deuxièmement, n'oubliez pas que les femmes vivent 7 à 8 ans de plus que les hommes. Et donc, les maladies du vieillissement, comme d'ailleurs les maladies artérielles liées à l'encrassement des artères, la fameuse athérosclérose, est d'autant plus fréquente que vous prenez de l'âge. L'âge est un déterminant majeur. Le vieillissement vasculaire est une réalité. Troisièmement, le cœur vieillit. Bien sûr, le cœur et les vaisseaux. Et troisièmement, je vais vous surprendre. Avec le même symptôme, vous et une femme ne va pas consulter de la même façon un médecin. Ou si vous préférez,
La femme, et ça a été démontré dans la littérature, va consulter beaucoup plus tard, elle est beaucoup moins vigilante aux symptômes, parce qu'elle a plein de trucs à faire, elle doit s'occuper des enfants, s'occuper de la cuisine souvent et autre chose, d'une part. D'autre part, le médecin, quand il prend en charge la femme et l'homme avec la même symptomatologie, le même symptôme, il a été démontré qu'il n'est pas autant agressif avec la femme qu'avec l'homme pour les explorations cardiovasculaires. Et enfin, et c'est pire, c'est que le traitement optimal que l'on doit donner pour une maladie cardiovasculaire est donné moins fréquemment à la femme que chez l'homme. Donc c'est tout ça ce qu'on est en train de corriger en sensibilisant la femme à la prise en charge des facteurs de risque et à l'alerte diagnostique qui doit être précoce, et la communauté médicale sur la prise en charge qui doit être optimale sans prendre en considération le sexe. Donc les femmes sont protégées en partie, mais pas en totalité par le bain hormonal. Et donc elles rejoignent l'homme dans le risque cardiovasculaire dans la cinquantaine. Ouais. Surtout qu'elles fument autant que l'homme aujourd'hui. Mais finalement, est-ce qu'on peut... Oui, les facteurs de risque ne sont pas exactement les mêmes chez les femmes. C'est ça qu'il faut comprendre. La fréquence n'est pas la même. Non. Ouais. Non. Non, le comportement alimentaire n'est pas le même, l'activité physique n'est pas la même, l'exposition au risque de diabète n'est pas le même, etc. Mais par exemple, si on prend les symptômes de l'infarctus, est-ce que les symptômes de l'infarctus s'expriment de la même façon chez une femme que chez un homme ? Oui, mais le diagnostic est différé par le fait que la femme consulte plus tard. N'oubliez pas que l'infarctus est pris en charge d'autant mieux qu'il est pris en charge précocement. Le plus tôt possible. Quand l'artère vient de se boucher, on peut la déboucher. La femme va consulter en moyenne 30 à 45 minutes après l'homme avec un symptôme qui, certes, peut ne pas avoir la même acuité que chez l'homme qui a tendance à se plaindre plus que la femme, mais ces 30 minutes qui sont perdues initialement, c'est, vous voyez, comme on dit, time is muscle. Le temps, c'est du muscle cardiaque que vous perdez. Plus vous différez la prise en charge, plus vous perdez du muscle et plus la cicatrice est importante. Alors, on parle de santé cardiovasculaire. Je me rends compte qu'on n'en parle pas assez dans cette émission. J'ai invité le professeur Ariel Cohen, qui est professeur de cardiologie et qui est le président de la fondation Cœur et Recherche, qui a toujours besoin d'argent. On parlait de l'infarctus avant la pause, qui a besoin d'argent pour justement pour la recherche. On parlait d'infarctus avant la pause. Il y a énormément d'idées reçues sur l'infarctus, notamment que prendre de l'aspirine, ça protégerait contre l'infarctus. Alors, idée reçue ou pas ? Alors c'est une idée qui a été testée, mais je voudrais juste rappeler aux auditeurs que déjà l'aspirine c'est un traitement très important qu'on appelle de prévention secondaire post-infarctus. C'est un traitement extrêmement puissant. C'est un anti-agrégant plaquettaire puissant qui permet donc de prévenir la formation de caillots. Et donc l'idée est venue de donner l'aspirine à une population de plus en plus large. Et là on s'est rendu compte de quelque chose qui est assez commun en médecine, c'est que certes on peut diminuer à la marge le risque d'infarctus du myocarde, mais on augmente le risque d'hémorragie. Et donc, on a essayé de définir une population... Parce que ça fluidifie bien sûr. Le sang, c'est ça. Vous payez le prix de ce que vous faites. Et quand vous saignez, en allant uriner, on va dire OK, mais quand vous saignez dans le cerveau, c'est gravissime. Donc, on a été obligé de cibler les groupes de patients à qui on donnait un traitement préventif par l'aspirine. Il faut que ce soit des patients à très haut risque cardiovasculaire et non pas le tout venant. Si vous ou moi on prend de l'aspirine alors qu'on n'est pas exposé à un risque cardiovasculaire élevé, on a un risque hémorragique qui est tel qu'on ne peut pas prendre le risque ischémique. Ça reste des petits chiffres, mais c'est impossible de payer ça à l'échelle d'une population, voyez. Et toujours donc non, l'aspirine pas pour tout le monde. D'accord. Et toujours sur l'infarctus, on a longtemps dit que c'était une maladie de vieux. Alors, il y a en fait deux pics de fréquence qui dépendent de la fréquence des facteurs de risque. C'est une maladie du vieillissement artériel favorisée, donc, entre autres, par les antécédents familiaux, l'âge et un certain nombre de facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure, hypertension, diabète, cholestérol en particulier et surpoids. Donc, vous allez convenir avec moi que ces facteurs de risque augmente avec l'âge, avec une charge qui est liée aux années qui passent. Mais malheureusement, 5 à 10% des infarctus surviennent avant 45 ans. Et c'est aujourd'hui pour nous une énigme, parce que bien sûr qu'on a des pistes pour comprendre pourquoi il y a une maladie cardiovasculaire prématurée, mais pour autant, ça reste quand même un drame. Alors, la plupart du temps, on trouve un facteur de risque familial, en général, ou un facteur de risque personnel qui a été négligé, mais on peut ne pas trouver de cause. Par exemple, les artères se déchirent chez certains sujets, ce qu'on appelle une dissection coronaire beaucoup plus fréquente chez la femme, par exemple.
l'infarctus de la femme jeune, c'est souvent une déchirure de l'artère. Pourquoi est-ce que la paroi vasculaire d'une femme est plus fragile que l'homme ? Alors là, on peut avoir 50 000 hypothèses. Donc on peut dire que on est exposé au risque d'infarctus du myocarde théoriquement au-delà de la cinquantaine chez l'homme et chez la femme. Mais attention, chez les patientes et les patients qui ont du cholestérol très élevé, ce qu'on appelle des hypercholestérolémies familiales, heureusement très peu fréquentes, mais quand même il y en a, le risque d'infarctus prématuré est présent et il faut être agressif très tôt avec ces sujets, y compris chez les enfants. Quand on diagnostique une hypercholestérolémie familiale chez l'enfant, donc chez la maman puis chez les collatéraux, il faut être extrêmement prudent et être très agressif avec les traitements qui baissent le cholestérol. Et rassurez-vous, on a aujourd'hui des traitements d'une puissance inouïe pour baisser le cholestérol. Je sais pas, vous avez dû voir cette publication, hein, on pourrait prévenir les maladies cardiovasculaires grâce à une polypilule préventive qui contiendrait plusieurs médicaments. Alors, ça revient à dire, et puis après je vais vous donner le rationnel de l'étude que vous citez, ça revient à dire qu'on a donc listé un certain nombre de facteurs de risque, ouais. Et on donne donc un traitement médicamenteux pour chacun de ces facteurs de risque dans une seule pilule. Donc c'est ça le raisonnement. Alors d'où vient ce raisonnement ? Il vient des pays émergents. Ce sont des études qui ont été faites initialement dans les pays d'Asie en particulier et dans quelques communautés, on va dire, privilégiées dans le monde, dans lesquelles on a testé l'hypothèse que la prise d'un médicament unique, donc une pilule unique dans la journée en prévention primaire, c'est-à-dire en amont de l'événement cardiovasculaire, pourrait permettre de réduire le risque de survenue de la maladie cardiovasculaire. La réponse est oui, ça marche. Mais en fait, ça revient à traiter le facteur de risque précocement. Donc ce qu'on aimerait bien, nous, c'est pas le problème de la polypilule dans un cachet. Mais aujourd'hui, les gens aiment bien ça, vous savez. Oui, mais c'est pas adapté à la population européenne, vous voyez, ou américaine. C'est adapté à des populations africaines, asiatiques, vous voyez, où on traite des centaines de millions de personnes avec cette idée. Donc, écoutez, de vous à moi, déjà, si les gens prennent la pression artérielle quand ils vont à la pharmacie de temps en temps, parce que un patient sur deux qui a une hypertension artérielle ne le sait pas. Et un patient sur deux qui a une hypertension artérielle ne se traite pas. Donc déjà, avant de donner une polypilule pour traiter je ne sais quoi à côté, déjà, ayons en tête quel est notre indice de masse corporelle. Est-ce qu'on est en surpoids, d'une part, et d'autre part, quel est le niveau de pression artérielle. Enfin, c'est quand même pas très compliqué de prendre la pression artérielle, ça prend 3 minutes. Mais bon, on n'a qu'un... rembourser les matériaux, le matériel qui permet de la mesurer. Ah oui, mais alors ça, parce que pour l'instant, c'est pas pris en charge. Alors, faut aller à la pharmacie, prendre sa tension, dans des conditions qui sont pas idéales. Pas la tutelle, mais vous savez, ce qu'on appelle une politique de santé. Moi, je suis pas évidemment dans ces instances-là, mais vous savez, c'est un calcul vraiment bénéfice sur risque. C'est-à-dire, mettez-vous à la place d'un décideur. Il doit donc prendre une décision extrêmement coûteuse pour un bénéfice dans 20 à 30 ans. Vous voyez, c'est incompatible avec, on va dire, le rationnel d'un homme politique. Heureusement, on a un ministre maintenant qui est un cardiologue, ministre de la Santé. Et je pense qu'il y aura des avancées, vous verrez, il y aura des avancées dans le domaine cardiovasculaire parce qu'il y a une vraie sensibilité à ce risque. Du ministre. Vous êtes très branché sur les appareils connectés, aujourd'hui, les appareils connectés de santé. Est-ce qu'on pourrait mesurer sa tension artérielle avec ces appareils de santé connectés ? Réponse oui. On peut mesurer sa fréquence cardiaque, on peut détecter une arythmie, c'est-à-dire une irrégularité du cœur, on peut mesurer la pression artérielle de façon satisfaisante. Donc oui, je pense comme vous que ça va finir par diffuser à mesure. Bon, c'est un peu coûteux encore pour le moment ces appareils, parce qu'il faut acheter des appareils qui ont été testés, qui ont été validés dans cette indication-là qui est la mesure. Mais oui, c'est possible aujourd'hui, mais ça ne peut pas être diffusé compte tenu du coût. Ça coûte. C'est pas la montre connectée de nos enfants ou de nos collègues. Non, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas les montres connectées pour l'instant. Non, mais ça existe. On a des dispositifs maintenant de plus en plus miniaturisés qui ont été validés. N'oubliez jamais que quand vous mesurez une variable physiologique, il faut que vous ayez validé votre appareil par rapport à un appareil de référence. Vous savez, il y a plein de patients qui viennent avec des appareils d'automesure qu'ils ont à la maison, heureusement, pour surveiller la pression artérielle, qui n'ont pas été testés
Et donc il y a des discordances entre la prise de la pression au cabinet, chez vous, ou à l'hôpital, et la prise de la pression au domicile. Donc tout ça, ça nécessite un soin particulier. Et alors, pour répondre directement, brutalement à votre question, moi déjà, pour les patients hypertendus, mais il y en a 17 millions en France. Donc mettez-vous à la place d'une autorité de tutelle. Il faudrait qu'ils aient un appareil d'automesure de la pression artérielle. Parce que vous et moi, nous savons que la meilleure façon de surveiller une hypertension, c'est au domicile et pas du tout en consultation. Et c'est beaucoup plus fiable. Parce qu'il y a le stress de, bien sûr, il y a le stress de l'examen. Il y a le fameux effet blouse blanche que vous connaissez. Moi, dès que vous me voyez, votre pression prend 20 ou 30 mm de mercure. Là, maintenant, non, parce que je suis habitué, mais quand je vous ai vu en bas, ça c'est monté. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu en blouse blanche. Ouais. Parce que ça s'appelle un effet blouse blanche. Mais on ne peut pas pondérer comme le faisaient les sondeurs à une époque. Non, je vous en prie. La pression artérielle, c'est déjà assez compliqué parce que c'est une variable, c'est pas une constante. Donc je vous en prie, pas de variabilité avec vous voyez, des équations qui permettraient de corriger un chiffre. Prenez-le, vous mesurez votre pression 3 fois de suite en position assise, en étant reposé, détendu, le bras posé sur votre table et en parlant à personne et en vous énervant pas. Et voilà. Et ça j'y crois. Par contre, vous arrivez à la consulte. Le toubib, comme vous me l'avez dit gentiment, hors antenne, est extrêmement pressé. Il prend la pression rapidement. Le patient est stressé. Je vous ai dit 7 minutes de la douche à la douche. Oui, vous avez exagéré. Oui. Vous avez exagéré. Non, vous n'avez pas complètement tort. Mais enfin. Et donc déjà, si la pression était prise dans des conditions optimales, voilà, donc est-ce qu'il faudrait rembourser des appareils d'automesure à 17 millions de Français ? Mais vous savez ce que me disent les patients, moi ? Ils me disent, mais vous savez, mon toubib, quand j'y vais, il me prend même plus la tension. Alors ça, on est en train de travailler parce que les gens étaient très habitués, justement, à faire mesurer leur tension artérielle quand ils allaient chez le médecin généraliste. C'était systématique. Tac, 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 on prenait votre tension. Et bien maintenant, c'est plus systématique. Ça doit le redevenir. Vous voyez, c'est un appel que je lance à votre antenne. Ouais. Il faut que l'ensemble de la communauté médicale, les quelques 280 000 médecins qu'il y a en France, reviennent à des standards de base. Et je sais combien ils sont surmenés par la stimulation venant des files actives de patients qui attendent. Il faut que la pression artérielle soit contrôlée. Mais je le répète, ce qui est encore mieux, c'est que la pression soit prise en automesure. Mais déjà, ça permettrait, vous voyez, de faire un tri. Pardon, c'est un tamis, vous voyez. Attention, madame, la pression était un peu élevée. Il faudrait quand même vous la vérifier au domicile ou à la pharmacie détendue, vous voyez. Les pharmaciens ont un rôle très, très important pour la prévention en général. Beaucoup de nos patients leur parlent beaucoup plus qu'à nous. Ils sont beaucoup plus perméables à l'information, à l'éducation thérapeutique. On en parlait tout à l'heure en antenne. Tout ça, ce sont des mots aujourd'hui un peu galvaudés. Mais accompagner un patient au travers d'une perfusion de bonnes paroles, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de lui transmettre des informations qui permettent à chaque patient de se prendre lui-même en charge, de façon à ce qu'il puisse d'abord s'aider lui-même et ensuite accompagner la prise en charge médicale qui alors devient optimale. L'éducation thérapeutique, on en parlait tout à l'heure, par exemple dans l'insuffisance cardiaque, a permis de diminuer la mortalité. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que non seulement le patient est amélioré par les traitements, mais en plus, les bonnes paroles que vous avez transmises au travers de l'alerte qu'il intègre, ça permet de dire au patient qu'il va être moins hospitalisé et qu'il va aller mieux. Donc vous vous rendez compte, ça ne suffit pas de prendre des médicaments. Ça ne suffit pas. Dans au moins un cas sur deux, le patient insuffisant cardiaque ne prend pas le médicament à la dose optimale. Pourquoi ? Parce que ça peut être moins bien toléré. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est être bien au quotidien. Donc, c'est ça ce qu'on essaye d'enseigner aux patients, c'est que les traitements sont d'autant plus efficaces qu'ils sont pris à la bonne dose, d'une part, et d'autre part, qu'ils sont vigilants sur eux-mêmes. Je suis plus essoufflé, j'ai pris 2 kilos, j'ai mangé des huîtres, etc. Et le fait qu'ils comprennent tout cela et qu'ils l'intègrent dans son schéma, dans son algorithme personnel, dans son logiciel interne, ça améliore la quantité et la qualité de vie. Voilà, on parle des maladies cardiovasculaires ce matin avec mon invité, le professeur Ariel Cohen, professeur de cardiologie, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine de Paris et président de la fondation Cœur et Recherche. 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées. Vrai ou faux ? Bon, je me méfie toujours des chiffres comme ça. Alors, on va prendre le problème à l'envers, si vous voulez bien, rapidement. Donc, si on prend en charge chacun des facteurs de risque dont on parle depuis le début de l'émission, précocement, en ramenant donc les chiffres de pression, de poids, de cholestérol, de sucre, etc., en améliorant la qualité du sommeil, en diminuant l'alcool, etc., je pense que l'on peut
raisonnablement diminuer ce que l'on appelle la charge des maladies cardiovasculaires, le fameux burden des anglo-saxons, d'au moins 50%. Alors le 80% vient de quelques études épidémiologiques qui ont été faites dans des populations assez particulières, particulièrement ciblées, avec, n'oubliez jamais cela, dans un protocole de recherche clinique, on est très agressif avec les personnes qui ont été incluses dans l'essai, et donc on est vraiment en permanence dans la cible verte, et donc il n'y a pas les variations que vous observez dans la population. Je prends un exemple concret. Vous voyez, un régime hypocholestérolémique où vous allez baisser votre cholestérol, pour le tenir en permanence sans écart, c'est hyper compliqué. Mais quand vous êtes dans une étude protocolaire, entre guillemets, vous êtes hyper fliqué, vous êtes surveillé de façon drastique. Donc dans ces études-là, on peut démontrer qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut diminuer la charge, donc le taux de maladie cardiovasculaire de ce taux-là. Mais j'aimerais bien que nos auditeurs retiennent que une action simple de correction d'un facteur de risque découvert, ça permet à coup sûr de diminuer le risque cardiovasculaire à moyen long terme. Mais surtout, ce qu'ils doivent retenir, c'est que 2 facteurs de risque, c'est pas 1 + 1 dans le risque cardiovasculaire, c'est plus que 2, et etc. 3 facteurs de risque, c'est pas, entre guillemets, un risque multiplié par. Vous voyez, une équation arithmétique simple. Ce sont des facteurs de risque qui ont tendance à se multiplier plutôt qu'à s'additionner. Et donc, le risque cardiovasculaire est d'autant plus élevé que vous cumulez le surpoids, l'inactivité, le cholestérol et le diabète. Donc, si vous corrigez, et vous êtes donc dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la bonne santé cardiovasculaire telle qu'elle a été définie et par les Américains et par Santé publique France, alors vous pouvez raisonnablement penser qu'à long terme, 20 ans, 30 ans, on va diminuer la charge de maladies cardiovasculaires de façon très significative. Et pour ça, il faudrait faire de la prévention. La prévention primaire, c'est fondamental. Alors, écoutez, soyons un peu hors des sentiers battus. Vous voyez, parce que si c'est pour dire que la pub faut pour pas l'alcool, fumer, qu'il faut bouger. Je ne vais pas vous le dire. Je vous promets que je ne vais pas vous le dire. Mais j'aimerais que les tutelles et les autorités publiques fassent un effort pour nous aider à ne pas valoriser certaines actions néfastes par la publicité ou par l'absence de publicité. La malbouffe, il faut vraiment corriger ça, y compris quand vous et moi, on va faire nos courses. L'information sur l'effet délétère de la pollution de l'environnement sur le risque cardiovasculaire, c'est important. Et en même temps, parler du fait qu'une drogue récréative, ça a un risque, que l'alcool, on va dire au-delà d'une certaine quantité, et probablement pour une quantité assez faible, déjà c'est un facteur de risque, et donc ça ne doit pas être promu et dans les publicités et ailleurs. Bref, je pense que si déjà il y avait un effort sociétal, mais je comprends que après il y a des bénéfices qui sont ceux que vous connaissez mieux que moi. Et il y a des lobbies. Oui. Et il y a des lobbies derrière, donc de toute façon. Je pense, c'est-à-dire que ok, il faut ne pas culpabiliser et sensibiliser les gens à la bonne santé cardiovasculaire. Mais il faudrait les aider quand même quelque part. Vous voyez, il faudrait les aider. Regardez par exemple, il a été décidé que nos enfants feraient plus de sport à l'école, c'est pas le cas. Voilà, il y a un problème quand même. Vous voyez, il n'y a pas assez de profs. Ok, il n'y a pas le temps. Bon, mais vous voyez, c'est-à-dire il faudrait quand même que le bon exemple vienne quand même de l'environnement et de l'encadrement supérieur, on va l'appeler comme ça, si vous voulez bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez agir en amont de l'amont. Oui, j'ai un peu exagéré. Non, mais j'aime bien l'expression, mais parce que je voulais... Vous voyez, par exemple, les Américains ont des campagnes de sensibilisation des enfants avec des bandes dessinées, avec des petits films, vous voyez, dans les réseaux sociaux, pour vraiment, à partir de 7 ans, vous voyez, selon le terme galvaudé, 7 à 77 ans, aujourd'hui c'est au-delà, sensibiliser le plus grand nombre le plus tôt possible. Donc ce que j'ai appelé l'amont de l'amont, c'est ça, c'est-à-dire déjà agir sur un facteur de risque chez un adulte jeune, c'est bien, mais chez un enfant, c'est beaucoup mieux, parce qu'on sait que chez ce jeune enfant négligé, le surpoids cumulé va aboutir à un syndrome métabolique, c'est-à-dire à trop de graisse, non pas physiquement, il est gros le gosse, on s'en tamponne, mais il y a de la graisse autour des organes nobles, les vaisseaux, le cœur, bon voilà, donc c'est ça ce qu'on voudrait faire passer. Voilà, l'amont de l'amont, c'est un peu excessif, mais ça veut dire qu'on doit agir à tous les âges, il ne faut pas se focaliser simplement sur l'âge de la maturité. Bonjour docteur, j'ai 50 ans, j'ai besoin de faire un bilan cardiovasculaire, j'ai arrêté de courir depuis 20 ans, je voudrais m'y remettre, en gros je me remarie par exemple.
Non, il faut être bien en amont de cela. Je vous ai dit tout à l'heure en rigolant qu'une vie stable chez quelqu'un qui n'est pas anxieux, qui n'est pas dépressif, ça réduit le risque cardiovasculaire aussi. Donc vous voyez, ça aussi, il faudrait que... Alors une vie stable chez une personne qui vit à deux, vous avez précisé. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça ne veut rien dire, parce que si vous dites une vie stable, les gens ne comprennent pas. Tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est en couple, la vie de couple, c'est bon pour le cœur. Voilà, la vie de couple, sans préjuger du couple, et la vie de couple, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle et la stabilité dans ce domaine, ce sont des facteurs de protection. Et inversement, le syndrome anxio-dépressif qui survient dans des situations de la vie qu'on a tous connues de turbulence, c'est pas bon pour le cœur. Vivre seul, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi pas ne pas le dire? C'est vrai. Dites-le. Mais bien sûr. Bien. On parle souvent de la mort subite du nourrisson, moins de la mort subite de l'adulte. Pourtant, c'est beaucoup de morts tous les ans, inexpliquées. Alors pourtant, nous avons, nous, à la Fondation Cœur et Recherche, beaucoup communiqué sur la mort subite. Nous avons assuré la promotion de beaucoup d'études, parce que la France est vraiment très forte dans ce domaine avec les Italiens. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mort subite? C'est donc un décès qui survient moins de 24 heures après l'apparition du premier symptôme, et dans à peu près 2/3 des cas, c'est une maladie des artères du cœur, et dans à peu près 1/4 des cas, c'est autre chose. Donc la mort subite, aujourd'hui, heureusement, on arrive à ressusciter, on n'a pas pu le faire pour tout le monde, mais on arrive à ressusciter une partie croissante des personnes qui vivent une mort subite, puisque vous savez qu'il y a des défibrillateurs maintenant dans beaucoup d'endroits publics. Donc aujourd'hui, nous allons bien, nous avons un centre de référence remarquable aujourd'hui à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est vraiment promoteur dans ce domaine. Je voudrais insister sur un appendice de la mort subite, c'est la mort subite pendant l'activité physique. Donc ça aussi, ça a été étudié. Sportif, hein. Alors ça, c'est important. Moi, je mets, si vous voulez bien, le sportif de côté, parce que là, dans la quasi-totalité des cas, ça révèle une maladie sous-jacente qui n'a pas été détectée auparavant, mais même au cours de l'activité physique. Donc, je voudrais juste que vous reteniez un chiffre simple, c'est que quelqu'un qui a une mort subite pendant une activité physique, dans 1 cas sur 2, il avait des symptômes avant. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Ça veut dire que ça ne survient pas toujours inopinément. Ça survient parfois avec des prodromes auxquels il faut que, à la fois mes collègues médecins et que les sujets soient vigilants. Oui, il faut écouter son corps quand même. Voilà. Ouais. Écoute, quand je monte un escalier, j'ai mal à la poitrine, je suis particulièrement essoufflé, mon père a fait un infarctus à 35 ans. Voilà. Vous voyez, on a envie de dire à tout le monde, écoutez-vous. C'est pas une question de faire le malin au travers d'une activité physique inhabituelle, au travers d'un pari que vos copains ont lancé pour faire je sais pas quoi, un semi-marathon. Non, il faut être raisonnable. À chaque fois qu'il y a un semi-marathon, marathon, les urgences des hôpitaux reçoivent quand même beaucoup, heureusement, de gens qui ont des manifestations bénignes de cette suractivité physique brutale, mais quand même soyons vigilants. Et puis un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport qui a été rédigé par un de mes collègues, c'est après un interrogatoire, c'est pas un coup de fil en disant est-ce que tu peux me faire un certificat s'il te plaît. C'est un interrogatoire. Non, alors arrêtez. Arrêtez. Attends, tout le monde fait ça. Arrêtez. Attends, je dois aller à Truc Sport, est-ce que tu peux me faire un certificat de non-contre-indication? Non, on peut pas au cours d'un coup de fil entre la poire et le fromage. Non, on est obligé d'interroger sur les facteurs de risque familiaux, sur les facteurs de risque vasculaires, sur le poids, sur l'activité physique habituelle. Non, on ne peut pas, on ne doit pas. Voilà. Je vous le dis un peu crûment. Je sais que je ne vais pas être entendu, mais au moins j'aurais été écouté. Voilà. Quels sont les examens à pratiquer pour savoir qu'on a un bon cœur, par exemple? Alors déjà, une balance permet de voir le poids. Ensuite, la prise de la pression artérielle, c'est vraiment un geste simplexe, avec les réserves que je vous ai données tout à l'heure. Il ne faut pas être stressé. Alors, quel est le bon chiffre? Alors, aujourd'hui, c'est 130-80. 13,8. C'est le maximum. C'est plus 14,9 comme hier ou avant-hier. Et bien pourquoi? Parce qu'on diminue les seuils, parce qu'on s'est rendu compte que le risque cardiovasculaire augmente pour chaque millimètre de mercure de pression artérielle au-delà du chiffre de 130-80. Mais 13,8, c'est le maximum. C'est le chiffre moyen que vous devez avoir. Quand vous la prenez 10 fois, la moyenne doit être à 13,8. D'accord. Donc, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déjà, donc, je vous ai dit. Les examens. La pression artérielle
Vous voyez, c'est déjà bien. Alors, Est-ce qu'il faut aller faire un Doppler? Alors non, pas pour le moment. Je vous en prie. Non, mais je sais pas, si je vous on a pose, le non, temps, je vous si pose on la a question le temps, parce je que vous dirai ce que c'est qu'un score de risque, si on a le temps. Mais sinon, déjà, le poids, la pression artérielle et s'il vous plaît, les antécédents familiaux. C'est qu'est-ce qui s'est passé chez vos parents, à quel âge ils ont présenté un événement. Avec ces 3 paramètres-là, vous faites déjà un vrai screening, une vraie sélection. Après, on peut ou non décider de faire des choses en plus, la glycémie, le cholestérol, le mauvais cholestérol. Et entre les deux, donc ces 3 facteurs de risque simples à recueillir et puis la prise de sang, c'est quelle est l'activité physique. Vous voyez, est-ce que c'est les fameux 30 minutes dont on a parlé tout à l'heure en antenne? On parlait des 30 minutes de marche par jour. Minimum, à vive allure. Il faut que la fréquence cardiaque augmente d'au moins 10%. C'est pas alors qu'est-ce que tu en penses et vous vous arrêtez, vous regardez la vitrine et vous vous arrêtez, vous tournez en rond. Non, vous marchez vraiment jusqu'à ce que la fréquence cardiaque augmente. Donc déjà, si vous avez ces 3 facteurs de risque simples en tête, c'est-à-dire le poids, la pression artérielle, vous voyez, c'est quand même des choses simples, le niveau d'activité physique et les antécédents familiaux, je vous en prie, n'oubliez jamais cela. Déjà, on a fait un bon screening. Et puis après, il faut qu'on décide, nous, Toubib, à qui on réserve une glycémie, un cholestérol et au-delà. Et puis j'ai un mot à vous dire, je vous promets. On doit évoluer, puisqu'on est dans le monde de l'intelligence artificielle, on doit évoluer vers un score de risque cardiovasculaire personnalisé. Et on peut y aboutir en recueillant un certain nombre de paramètres avec l'aide de l'intelligence artificielle qui nous aide à mieux définir le profil de risque aujourd'hui. Et demain, on aura peut-être des examens extrêmement simples que l'on pourra faire, mais pas le Doppler comme vous avez dit, beaucoup mieux que le Doppler, qui permettra de dire à quelqu'un: vous avez un risque de temps, pas dit comme ça bien sûr, je vous rassure, brutalement, mais vous êtes exposé à une maladie cardiovasculaire dans 10 ans qui a tel pourcentage. Et là, votre assurance, elle va augmenter de... Elle augmente déjà, vous l'avez vu votre assurance là. Non, mais si vous avez un risque cardiovasculaire, c'est mort. Mais c'est déjà le cas quand vous allez acheter un appart, et ce qu'ils font, ils vous font un bilan cardiovasculaire en faisant un bilan biologique, un test d'effort. Je voudrais juste terminer là-dessus. On a le père d'un ami qui a été hospitalisé récemment et les médecins ont eu cette phrase magique: il a le cœur fatigué. Ça veut dire quoi, il a le cœur fatigué ? Alors, le cœur fatigué, on peut le définir de différentes façons. Est-ce qu'il a une capacité à réagir à un effort physique habituel en termes d'augmentation de la fréquence cardiaque, d'une part, et d'autre part, est-ce que les artères du cœur assurent le débit sanguin suffisant pour bien perfuser les cellules du muscle cardiaque? Quand elles n'y arrivent pas, parce qu'elles sont encrassées, elles sont fatiguées, ces artères-là, alors elles n'assurent plus l'apport de la quantité de sang suffisante pour que le muscle cardiaque soit content, et à ce moment-là, vous avez une défaillance. Donc un cœur fatigué, c'est un cœur qui a une inactivité qui le conduit à être moins réactif. Qui fait plus son boulot comme avant. Il le fait, mais ça lui coûte trop cher, et donc il vous avertit qu'il ne peut pas aller au-delà. Donc écoutez-le. Professeur Ariel Cohen, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. Et très belle santé cardiovasculaire sur Beurre FM.